Bienvenue dans ce dialogue de perspective. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire de crise assez fascinante, celle de Deliveroo Quick, une application de livraison qui a, on peut le dire, failli sombrer pendant un orage tropical à Tampa. Et face à ce chaos, une question centrale s'est posée. La solution, est-ce que c'est de construire un cerveau applicatif toujours plus puissant qui calcule le monde, ou est-ce qu'il faut plutôt interroger une base de données qui, elle, comprendrait la réalité du terrain? La dissidente. C'est une excellente question, parce que ça va bien au-delà de ce cas précis. C'est un dilemme d'architecture qu'on retrouve partout. Et de mon côté, je vais défendre l'idée que le système de départ, ce fameux moteur de calcul en Python, n'était pas le vrai problème. Pour moi, son échec, c'est surtout l'histoire d'un bon moteur qu'on a alimenté avec de très mauvaises données, totalement dépassées par la situation. Et moi, je soutiendrais la thèse inverse, que cette crise n'était pas un simple accident, mais vraiment le symptôme d'une erreur de conception. Le souci n'était pas la qualité des données, mais la philosophie même du système. L'équipe a sauvé la boîte, non pas en calculant plus vite, mais en arrêtant de calculer pour commencer à interroger, en déplaçant l'intelligence là où elle aurait toujours dû être, dans la donnée elle-même. Pour bien comprendre, il faut vraiment se représenter la scène. L'approche initiale de Deliveroo Quick, sur le papier, elle semblait très logique. On a un algorithme en Python qui, en permanence, scanne tous les livreurs, toutes les commandes, et qui essaie de trouver la meilleure combinaison. Sauf que, le jour de l'orage, ce système est devenu un serpent qui se mordait la queue. Les routes fermées, le trafic était infernal, et les données de circulation qui arrivaient avec un quart d'heure de retard. 15 minutes, c'est une éternité dans ce genre de situation. Exactement. Du coup, le système s'épuisait à calculer des routes optimales sur un monde qui n'existait déjà plus. Résultat final, les serveurs tournaient à 100%, ce qui ralentissait encore la mise à jour des données, ce qui rendait les calculs encore plus faux. Un cercle vicieux parfait. On a appris qu'ils dépensaient 95% de leur puissance de calcul à penser à un plan parfait pour une réalité obsolète. Le cœur du problème, c'est que leur calcul de distance à vol d'oiseau, même avec des pénalités, restait une pure abstraction. Ça ne représente pas une route inondée ou un arbre qui est tombé. Et c'est là que la solution post-GIS a été un vrai changement de paradigme. La dissidente. Le mot paradigme est peut-être un peu fort. C'est vraiment là-dessus que nos avis divergent. Ah mais pour moi c'est le mot juste. On a cessé de dire au code voici des coordonnées, calcule-moi des trucs. On a commencé à dire à la base de données, dis-moi ce qui se passe sur la carte. L'intelligence n'est plus dans des lignes de code qui simulent, elle est dans la donnée qui est la géographie. C'est plus simple, plus direct, et comme on l'a vu, c'est infiniment plus efficace. Je comprends tout à fait l'attrait de cette solution, surtout dans le feu de l'action, mais je pense que vous faites un mauvais procès au système Python. Il n'a pas échoué à cause de sa conception, mais parce qu'on l'a laissé complètement aveugle. C'est un peu comme demander à un grand maître d'échecs de jouer une partie les yeux bandés. Ce système, il était calibré pour des conditions normales. Personne ne l'avait imaginé pour un événement météo de cette ampleur, où les rues sur la carte deviennent littéralement des rivières. La cause racine, le vrai problème, c'est ce délai de 15 minutes. La faute n'est pas celle du moteur qui calcule, mais de capteurs qui lui envoient des informations fausses. On a accusé le cerveau alors que c'était les yeux qui étaient défaillants. Mais même avec des yeux parfaits, il aurait continué à calculer de la même manière, non? Le processus aurait été le même. La dissidente, justement, non. Et c'est là que je veux en venir. Déplacer toute la logique dans la base de données avec PostGIS, ça paraît très élégant. Et ça a résolu le problème immédiat, c'est en fait. Mais ça peut créer une rigidité terrible sur le long terme. Une logique métier complexe, avec des règles qui changent tout le temps, c'est quand même bien plus simple à gérer, à tester et à faire évoluer dans un langage comme Python que dans des requêtes SQL qui deviennent vite des monstres illisibles. La solution, ce n'était pas de tout jeter, c'était d'enrichir le système Python. Donnez-lui les bonnes informations en temps réel, par exemple les polygones des zones inondées, et il aurait pu prendre des décisions bien plus fines qu'une simple requête de proximité. Là, je ne suis pas d'accord. Vous parlez d'un problème de données. Je persiste à dire que c'est une erreur fondamentale de compréhension de l'espace. L'exemple qui tue, c'est celui des livreurs, Paul et Sophie. Vous vous en souvenez? Paul, le livreur numéro 47, il est à 150 mètres à vol d'oiseau d'une pizzeria. Une aubaine, on pourrait croire. Sauf qu'entre lui et la pizza, il y a une zone complètement inondée. Et de l'autre côté, il y a Sophie, numéro 12, à 250 mètres, mais avec une route parfaitement dégagée. L'ancien système s'est acharné sur Paul. Il le bombardait de notifications. Pourquoi? Parce que pour lui, 150, c'est plus petit que 250. Il ne comprenait pas l'obstacle. Il voyait des points sur une grille, pas une ville sous l'eau.
la dissidente. Mais c'est précisément là que votre argument pour moi ne tient pas. Il ne comprenait pas l'obstacle parce que personne ne lui avait dit que l'obstacle existait. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'information. Le code Python, s'il avait reçu un simple polygone avec l'étiquette zone inondée, il aurait pu l'intégrer en 3 lignes. If root intersects no-go zone, penalty égale infinity. C'est trivial pour un développeur. Le problème n'était pas que le code était incapable de traiter l'info, c'est qu'il ne l'avait pas. La solution PostGIS a semblé miraculeuse parce que la toute première chose qu'ils ont faite, ça a été d'importer ces fameux polygones rouges des services de la ville dans la base de données. Vous avez nourri le nouveau système avec la donnée cruciale qui manquait à l'ancien. N'importe quel système, même l'ancien, aurait été bien meilleur avec ça. Admettons. Admettons que l'ancien système aurait pu gérer l'info. On ne peut pas ignorer l'énorme différence de performance. Vous parlez de l'information, moi je vous parle de la manière de la traiter. L'ancienne méthode, c'était de la force brute. Pour chacune des 12 pizzerias, le système passait en revue les 83 livreurs, un par un, et calculait une distance, en boucle, sans arrêt. C'est épuisant pour les serveurs. La nouvelle approche, avec l'index spatial de PostGIS, c'est une révolution conceptuelle. C'est la différence entre lire tous les livres d'une bibliothèque pour trouver une info et utiliser le catalogue. L'index spatial, il découpe la carte en petites boîtes. Quand on lui demande quels livreurs sont près de ce point, il ne scanne pas tout. Il va directement dans la bonne boîte et il regarde ce qu'il y a dedans. La dissidente. C'est l'analogie parfaite, oui. Et la preuve, c'est le bruit. Ou plutôt, le silence. Les ingénieurs ont raconté que les serveurs, qui hurlaient à 100% de CPU, les ventilateurs à plein régime, se sont tus. D'un coup, après le basculement, le silence. C'est quand même une image incroyable, non ? Ce n'est pas une optimisation de 10%, c'est un changement de dimension. Ce n'est pas seulement plus rapide, c'est une approche qui est fondamentalement plus saine. La dissidente? D'accord, je vous l'accorde. Pour ce type de requête, trouver ce qui est proche, l'index spatial est imbattable. C'est l'outil parfait pour ça, il n'y a aucun débat. Mais vous ne pensez pas que vous êtes en train de créer un monstre de rigidité pour l'avenir ? Une entreprise comme Deliveroo Quick, sa logique métier, elle ne se résume pas à trouver le livreur le plus proche. Demain, le marketing va vouloir une nouvelle règle BIC. Prioriser les livreurs qui ont une note supérieure à 4,8, ou privilégier les scooters dans les zones denses, ou encore ne pas assigner une dernière course à un livreur qui finit son service dans 15 minutes. Comment vous gérez ça ? Ce sont de bonnes questions, mais on peut les intégrer dans des requêtes plus complexes. On filtre d'abord géographiquement, puis on affine. La dissidente ? Et vous vous retrouvez avec une requête SQL de 200 lignes, un monstre que plus personne n'ose toucher, impossible à tester unitairement, et qui mélange des logiques qui n'ont rien à voir. C'est là que la séparation des responsabilités est essentielle. La base de données, elle est exceptionnelle pour stocker et retrouver des données. Mais l'orchestration des règles métiers complexes, c'est le rôle de l'application. En Python, je peux créer un objet livreur, un objet commande, et écrire des règles claires, lisibles. Là, on gagne en efficacité sur un point très précis, la proximité, mais on perd une flexibilité et une maintenabilité qui sont vitales pour l'évolution du produit. Vous soulevez un point important, mais ça nous ramène à la question de fond. Où est-ce que l'intelligence doit vraiment résider ? Pour moi, cette crise a prouvé une chose. L'intelligence doit être au plus près de la donnée qu'elle manipule. En passant de simples coordonnées à de vrais objets géographiques, on a donné au système une sorte de conscience géographique. Il ne simule plus la proximité, il la comprend de manière native. Il y a une phrase dans le compte-rendu d'incident qui m'a marqué. Nous pensions qu'il nous fallait plus de logique applicative. En réalité, il nous fallait plus d'intelligence dans les données. C'est exactement ça. On a arrêté de recalculer la géographie pour se mettre à l'interroger. La dissidente. Je vois les choses d'une manière complètement différente. Pour moi, l'application doit rester le cerveau qui orchestre. La base de données, c'est un entrepôt de faits, une mémoire phénoménale, mais ce n'est pas un cerveau. L'erreur de Deliveroo Quick n'était pas d'avoir un cerveau sophistiqué en Python, mais de l'avoir rendu aveugle et sourd. On a mis un pilote de Formule 1 dans une voiture sans pare-brise et on s'étonne qu'il ait un accident sous la pluie. La solution PostGIS a été une intervention chirurgicale tactique brillante qui a sauvé le patient ce jour-là. Mais la stratégie à long terme, ce n'est pas de lobotomiser le cerveau applicatif. Le lobotomiser, le mot est un peu fort, non ? La dissidente. Peut-être, mais l'idée est là. Au lieu de l'affaiblir, il faut lui donner de meilleurs sens, de meilleurs yeux, de meilleures oreilles. Imaginez un instant un système Python non seulement nourri avec les zones inondées en temps réel, mais aussi avec des modèles de machine learning. Des modèles développés en Python qui pourraient prédire les zones de congestion dans les 30 prochaines minutes en se basant sur la météo, ou qui pourraient prédire les pics de demande de pizza dans un quartier. Ça, vous ne le ferez jamais dans votre base de données.
La base de données est excellente pour vous dire où les choses sont maintenant. L'application, elle, peut vous dire où elles devraient être ou où elles seront. Vous avez échangé une intelligence prédictive potentielle contre une efficacité réactive immédiate. En résumé, si je reprends ma position, la crise de Tampa a été un formidable électrochoc. Elle a montré les limites d'un modèle qui essaie de simuler la réalité avec du calcul brut. En passant un outil qui comprend l'espace de façon native, Deliveroo Quick n'a pas juste colmaté une brèche, ils ont construit des fondations plus saines, plus résilientes et finalement plus en phase avec la nature même de leur métier, la géographie. La plus grande leçon ici, ce n'est pas une leçon d'algorithme, c'est une leçon de perspective, la dissidente. Et pour moi, il est tentant, mais dangereux, de tirer des conclusions aussi définitives d'une situation de crise. Il faut le redire, le système initial a échoué parce qu'il était affamé de données fiables face à un événement pour lequel il n'était pas prévu. La solution PostGIS est une réponse élégante et efficace à un problème précis de performance. Mais elle ne résout pas tout. Elle déplace le problème de la complexité vers la base de données et elle pose de vraies questions sur la flexibilité future et la capacité du système à intégrer des logiques métiers qui vont bien au-delà de la simple géographie. Finalement, ce cas illustre parfaitement une tension qui existe dans presque tous les projets informatiques. Cet équilibre, parfois précaire, entre la logique qu'on met dans le code et l'intelligence qu'on peut embarquer directement dans les données. Ce qu'on a vu à Tampa, c'est que comprendre la nature fondamentale de ces données ici, c'est de l'espace, est au moins aussi important que la puissance des algorithmes qu'on écrit pour les manipuler. La dissidente, je crois qu'on est d'accord là-dessus. La vraie question qui reste ouverte, et qui va bien au-delà de Deliveroo et Kik, c'est de savoir comment on construit des systèmes qui ne se contentent pas de calculer très vite, mais qui savent aussi écouter la réalité du terrain. Des systèmes capables d'intégrer le chaos du monde réel dans leur modèle pour que leur calcul, aussi brillant soit-il, ait véritablement un sens. Et cette question-là, je pense qu'on n'a pas fini de se la poser.